Émilie, bonsoir. Bonsoir Kevin. Merci de me faire l'honneur de partager un moment avec nous. Et ce soir, on va parler de plantes, mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter si tu veux bien et nous dire justement comment tu as voulu aborder le monde des plantes ce soir. On a voulu faire un petit peu différemment et puis tu peux nous présenter ce plan si tu veux bien. Ok. Eh bien, donc, moi, donc, je suis Émilie Cuissard et de métier, je suis ethnobotaniste. Alors, j'ai pas été ethnobotaniste toute ma vie, quoique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ethnobotanique? C'est que je m'intéresse aux plantes, non seulement, mais aussi aux usages des plantes. En fait, vraiment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces plantes quand on les trouve? Qu'est-ce qu'on va faire ou pas, hein, parce qu'il y a certaines plantes qu'il vaut mieux pas utiliser, on est d'accord? Et du coup, j'avais envie de vous parler ce soir, ben, quel est l'intérêt? Donc, l'idée, c'est quand même d'utiliser les plantes, une chose, mais d'aller les récolter soi-même et enfin, mieux connaître les plantes et de les récolter soi-même. Donc, du coup, ben, pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt de les cueillir? Et puis, je voulais aussi vous parler ben, du respect de cueillette, quels sont les dangers de la cueillette, et puis voilà, donc un petit florilège de choses bien intéressantes. Ben, merci tout d'abord. Et donc oui, comme tu le dis, souvent on n'a pas voulu choisir la facilité. On aurait pu se réduire à se dire, tiens, les plantes pour l'hiver, on les prend sous forme sèche, en gouttes, en teinture mère, en gémeaux, en ce qu'on veut. Donc on a voulu faire différemment. Et en plus, on sait que c'est un peu dans l'air du temps de faire soi-même ou de découvrir soi-même pour trouver une forme d'autonomie. Et donc, comme tu le dis souvent, autour de chez soi, déjà, il y a énormément de choses. Puis on peut prendre énormément de temps à découvrir toutes les plantes qui y a autour de chez soi, rien que dans un mètre carré derrière chez soi, dans un coin d'herbe. Et Ouais. donc, euh, j'espère que tu vas pouvoir nous donner envie un petit peu de nous intéresser à tout ça plutôt que de piétiner ça sans s'en rendre compte même chaque jour en passant dessus. Tout à fait. En général, quand on parle de plantes sauvages ou de phytothérapie ou ce genre de choses, on pense, ben, comme tu le disais, plantes séchées, mais on pense moins plantes fraîches parce que ben c'est quand même beaucoup moins abordable. Ça veut dire qu'il faut connaître les plantes, savoir où les cueillir, les récolter au bon moment, etc. Donc c'est déjà un peu plus compliqué à utiliser. Mais c'est vrai que l'intérêt, un des premiers intérêts des plantes sauvages, comme tu l'as remarqué, c'est que on peut les trouver à côté de chez soi. Alors il y a certaines, on peut aller un petit peu plus loin, mais généralement, on a déjà rien qu'en sortant au pas de la porte, sur le pas de la porte, alors même pour les citadins, alors même si je ne conseillerais pas vraiment à cueillir les plantes qu'on va trouver directement en ville, mais en tout cas, déjà faire leur connaissance. Il y a plein de plantes depuis l'interdiction des produits phytosanitaires qui poussent dans les villes aussi. Donc, même si on ne va pas récolter les plantes directement en ville sur un bord de trottoir à cause des pollutions, des excréments de chiens, etc., on va quand même pouvoir faire leur connaissance, même de manière citadine. Mais si on habite dans un milieu périurbain ou à la campagne, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mètres pour pouvoir rencontrer les plantes et, euh, et les cueillir éventuellement. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? C'est peut-être la question que tu voulais me poser. Ben voilà. Et puis d'ailleurs, comme d'habitude, on a foncé tête baissée aujourd'hui, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Émilie essaiera d'y répondre au mieux, évidemment. Et donc, Émilie, elle est très humble, hein, elle s'est présentée très rapidement, mais c'est c'est une boîte de Pandore en phytothérapie, hein. Vous pouvez poser des questions. Il n'y aura pas beaucoup de questions pièges, hein, en général, que vous pourrez lui poser. Donc, Mais, et donc oui, vas-y, hein, vas-y, je te laisse répondre. donc, quand je parlais des usages des plantes, alors souvent, nous, là, c'est vrai qu'on a commencé à parler des usages enfin, sous-jacents, on a parlé des usages médicinaux, mais une des premières médecines, entre guillemets, une des premières choses, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va consommer et qu'est-ce que les plantes vont pouvoir nous apporter en les mangeant dans notre alimentation courante. Et ça, c'est une des premières choses, si on veut, ben, c'est aussi un peu quelque chose qui est essentiel dans la naturopathie, c'est la prophylaxie. Qu'est-ce que je vais utiliser dans mon quotidien pour pouvoir, comment dire, entretenir ma santé et éviter de tomber malade, quoi. C'est ça. Donc, l'alimentation est primordiale là-dedans. Mhm. Donc, ça Et veut ça, dire quoi? C'est que, ouais, vas-y. non, non, mais ce que tu dis là est très très important parce que souvent, on,
la plupart des personnes qui s'intéressent aux plantes, quand même, de manière générale, si je peux me permettre de généraliser, eh ben, attendent d'avoir une problématique ou attendent d'avoir envie de faire une cure un peu brutale. Hein. Toi, je suis malade, je prends du thym, ou tiens, je me fais une cure détox parce que c'est le changement de saison. Mais comme tu le dis bien, la manière dont on parle, moi je trouve que c'est là où c'est le plus judicieux d'aborder les plantes, c'est de ne pas attendre de forcément être malade pour un problème, c'est plutôt de maintenir en santé. Et ça, c'est bien plus cohérent. On voit que c'est en train d'évoluer, mais c'est pas encore dans les mœurs généralisées, je dirais, ce que tu viens de dire là. Et justement, le fait d'aller récolter ces plantes et les cueillir et les consommer, mais pas forcément de manière, pas forcément consommer beaucoup d'un coup, mais en tout cas de manière à petite dose un peu tous les jours, et ben ça va permettre d'apporter plein de choses intéressantes. C'est un des points que je voulais soulever, c'est que en fait elles vont naturellement. Alors les plantes sauvages, elles poussent toutes seules, donc on les arrose pas, on les aide pas. Alors des fois on les désherbe sans le vouloir, mais généralement elles vont avoir plein de concurrence, ce qui fait qu'elles vont avoir une vitalité naturelle qui est très importante. Et du coup, quand on va les consommer, elles vont nous transmettre cette vitalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'un très intéressant. Et en plus du fait qu'elles ne soient pas aidées pour pousser, qu'elles se débrouillent toutes seules, elles sont beaucoup plus riches en minéraux et en nutriments qui sont facilement assimilables pour l'organisme. Et pour cette raison aussi, il faudra vraiment en consommer de petites quantités. C'est pas la peine d'en manger beaucoup pour avoir des bienfaits. J'entends souvent parfois, alors je sais que c'est pas mal la mode des jus, ce genre de choses. Je trouve ça très intéressant les jus. Par contre, attention, si on veut rajouter des plantes sauvages dans les jus, par exemple, de ne pas en rajouter de grosses quantités, parce que ça peut vite être un trop gros apport de minéraux d'un coup, et ça peut vraiment fragiliser les grains. Donc attention, les minéraux c'est bien, trop de minéraux c'est pas bien, quoi. Voilà. Bah, ce que tu es en train de dire, si je peux me permettre de faire un raccourci, c'est de plutôt utiliser les plantes médicinales ou la phytothérapie de terrain, mais plutôt par parcimonie et non comme de l'allopathie verte à prendre. Tu vois, je prends jamais de paracétamol, d'un coup, bim, 1000 mg, là ça fait un peu pareil. Je prends jamais de minéraux, bim, plein de minéraux, et du coup, ça sursollicite nos organes qui ne font pas forcément le boulot, et c'est même inutile, du coup, justement. Tout à Plutôt fait. que voilà, tout à fait. Donc c'est en fait les plantes sauvages nous invitent à les rencontrer petit à petit. Et ce qui est très intéressant aussi avec les plantes sauvages, c'est que forcément elles nous invitent aussi à les rencontrer au fil des saisons. Parce que on a tous habitué à aller dans les étals, même dans les magasins biologiques, où on va avoir toujours des fois des choses qui sont moyennement de saison, quoi. Ça peut arriver qu'on trouve des produits qui sont pas vraiment tout à fait de saison. Les plantes sauvages, forcément, vu qu'elles poussent toutes seules, elles vont être complètement adaptées aux saisons et donc super intéressantes. Elles vont nous renseigner sur le temps qui fait, bien sûr. On s'en rend compte, mais elles vont en plus nous renseigner sur le temps qui fait, nous, intrinsèquement. Et en plus, on va pouvoir les consommer au fil des saisons et c'est très intéressant. Ça d'ailleurs, là tu nous glisses plein de petits tuyaux déjà. C'est-à-dire que, et souvent c'est cohérent avec nos besoins, tu es d'accord ou pas avec ça? C'est-à-dire que, Bien sûr. Alors, par exemple, on prend souvent l'exemple du pissenlit voilà. que les anciens consommaient à foison, surtout au printemps. Alors bon, vous pouvez apprendre aussi que le pissenlit finalement il est là toute l'année, hein. Donc on pourrait le consommer toute l'année si on veut, même s'il y a des choses qu'on va consommer de manière certaines parties qu'on va consommer plus en hiver ou plus au printemps. Mais voilà, les anciens mangeaient. Moi, quand je parle du pissenlit, j'entends les anciens qui me disent ah ben ouais, moi je mangeais la salade de pissenlit au printemps, surtout quand ils sont jeunes. Alors, c'est vrai qu'on a gardé ça en mémoire, mais finalement, le pissenlit, qui va être une bonne plante détoxifiante de la vésicule biliaire quand on mange les feuilles et des reins, et effectivement, au sortir de l'hiver, c'est quelque chose de quand même intéressant pour pouvoir un peu détoxifier la vésicule biliaire. Si on fait on ajoute un petit peu de racines de pissenlit, ça va détoxifier le foie, par exemple. Et les racines de pissenlit, on les aura récoltées en hiver, dans la période de dormance de la plante. Voilà, c'est un Oui, exemple. Et voilà, le oui, pissenlit, c'est un exemple vraiment flagrant des consommations qui pouvaient y avoir lieu avant.
Et finalement, on se rend compte qu'on peut le consommer toute l'année, quoi. C'est ça. Mais comme tu viens de le dire, en fait, si on observe la plante, là, le pissenlit se protège un peu plus l'hiver, donc elle va concentrer ses principes actifs dans sa racine, et ça sera plus intéressant quand même de consommer sa racine plutôt l'hiver que le printemps, même si elle est consommable le printemps. Et inversement, eh ben, elle met toute son énergie, comme tu dis, au printemps dans ses feuilles, et c'est peut-être mieux d'utiliser ses feuilles au printemps qu'en hiver, même si, une fois de plus, à tout moment, c'est consommable. C'est un peu plus Oui, concentré peut-être. bah, le pissenlit est en cela est une plante super intéressante parce que justement c'est une ressource qui est là tout au long de l'année. Bon, à part si on est dans des périodes, dans les comment dire, dans des régions montagneuses où il y a de la neige, c'est un peu plus compliqué d'aller le récolter. Mais sinon, c'est voilà, c'est un exemple de plante vraiment facile à reconnaître, facile à cueillir, facile à préparer, et qui contient des substances donc amères, donc les lactones sesquiterpéniques notamment, mais voilà, qu'on peut apprivoiser, parce que il y a une des choses dont on se rend pas bien compte dans nos sociétés, c'est qu'on consomme énormément de sucre. Le sucre est vraiment maître dans, dans notre alimentation, et on a oublié un petit peu l'amertume en fait. On sait plus ce que c'est. Dès qu'on a de l'amertume, on n'a plus pas envie de manger de l'amertume, et du coup, c'est dommage parce que c'est vraiment l'amertume qui va nous permettre d'être plus, comment dire, dynamique, qui va nous dynamiser. Le sucre va avoir tendance à un peu endormir, alors que l'amertume va dynamiser plus le corps, quoi. Bon, je m'égare un peu. Non, mais c'est pour ça, et je dis rien, j'aurais envie de surenchérir en disant les. Et je me tais, donc je te laisse poursuivre un petit peu, hein. Mais voilà. Donc, voilà, l'intérêt d'aller reconnaître et cueillir les plantes autour de chez soi, c'est vraiment on va apprendre à reconnaître le milieu où on est, où on habite. On va reconnaître les plantes vont nous indiquer quel type de terrain on a, quelles sont voilà les choses qui peuvent remonter. Si on a beaucoup d'azote, des terrains qui sont très azotés, bah, effectivement, on va avoir pas mal de pissenlits. Si on a beaucoup des terrains qui sont un petit peu piétinés, on aura pas mal de pissenlits, des plantains, ce genre de choses, quoi. Et du coup, ça va vraiment nous permettre de reconnaître de manière plus ancrée le milieu où on se trouve. Et, euh, et souvent, on parle d'écologie, il faut respecter la nature, etc. Je pense que faire connaissance avec son milieu et vraiment le connaître sur le bout des doigts, ça permet de mieux le respecter. Que quand on connaît quelqu'un, on ne peut pas être irrespectueux par rapport à cette personne. Et ben, la nature, c'est la même chose, quoi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de bien connaître le milieu où on habite. Euh, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a une richesse très très importante. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude d'entretenir énormément si vous avez un jardin, que vous entretenez énormément, vous tondez beaucoup, etc., ça va limiter le nombre d'espèces qui vont pousser. Mais voilà, il y aura quand même pas mal de choses à regarder, à récolter, quoi. Et puis, quand vous faites de la cueillette, ce qui est intéressant, donc je parlais donc par exemple des saisons. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi permettre de faire plus de variété dans les repas. Par exemple, en hiver où on a très peu enfin si on a un jardin, on a très peu de salade, c'est quand même assez limité en type de salade. Et ben on se rend compte qu'il y a plein de plantes qui poussent en hiver, comme les mâches. On va avoir des cardamines, on va avoir j'en passe, des lampsanes, par exemple, plein de salades d'hiver qui vont pousser, qui sont très intéressantes à récolter, qui sont gorgées de vitamines et de minéraux. Donc ça, c'est un exemple, voilà, pour varier un peu les repas, pour ajouter un peu d'ortie par-ci, un peu de voilà. Et puis rien n'empêche, si vous avez récolté par exemple de l'ortie en saison, d'avoir des plantes séchées avec soi pour pouvoir aussi varier les repas en hiver en rajoutant des plantes séchées dans ces repas. D'ailleurs, je me permets, mais on a dit qu'on se concentrait un peu plus sur les plantes médicinales fraîches, mais Oui. une plante médicinale, clairement, est-ce que tu peux le redéfinir pour ceux qui nous écoutent? Parce que, par exemple, est-ce qu'une épice, une aromate est considérée comme étant une plante médicinale? Alors toute plante, enfin, tout aliment
et a fortiori toute plante ingurgitée, va avoir des effets, a des propriétés médicinales et peut avoir des effets sur notre corps. On voit bien, hein, vous mangez des endives ou des asperges, ben c'est diurétique, donc effectivement ça va vous faire aller aux toilettes, quoi. Et ben les épices c'est pareil. Donc les épices, en plus, plus une plante va être concentrée en principe actif, ben, comme les épices qu'on connaît, du curcuma par exemple, ou ça peut être une plante plus locale, des thym, une lavande, un romarin, ou une mélisse, etc. Plus elle va être concentrée en principe actif, plus il va falloir être parcimonieux dans sa façon de l'utiliser. Parce que c'est une plante qui, à haute dose, peut avoir des très gros effets sur le corps, donc il faut être prudent dans ses utilisations. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'utilisation des plantes sauvages et leurs propriétés et leur richesse en minéraux. Et effectivement, les, euh, les épices font partie à part entière des plantes sauvages médicinales, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, moi je glissais ça parce que souvent, bah, comme tu dis, quand on n'a pas la chance d'avoir un extérieur, ou si les saisons ne permettent pas, ou si j'habite en montagne, ou justement en temps de forte sécheresse, ou les épices aromates sont souvent une solution sympathique, quotidienne aussi, à mettre un petit peu partout, en petite quantité. Et en plus, ça donne du goût, ça évite de mettre trop de sel, etc. Et donc, il me semble aussi que c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, je peux récolter mes plantes médicinales fraîches et les faire sécher aussi, hein. Tout à fait. Alors le séchage n'est ni plus ni moins qu'un moyen de conservation. Donc effectivement, les plantes médicinales, ou que ce soit les plantes médicinales ou alimentaires, on peut très bien en récolter et en faire sécher. Et alors, ce qu'il faut faire, là où il faut être encore plus parcimonieux avec les plantes séchées, c'est que les plantes contiennent entre 50 et 80% d'eau. Donc du coup, il faut en utiliser encore des quantités encore moindres dans ces utilisations, parce que on va en utiliser, enfin, les principes actifs vont être vraiment très très concentrés dedans. Par exemple, si je veux utiliser de l'ortie dans une préparation, si j'utilise 10 grammes d'ortie séchée, ça fait déjà comme si j'utilisais 50 grammes d'ortie fraîche. Je sais pas si vous avez déjà pesé 50 grammes d'ortie fraîche, ça fait déjà un bon saladier, quoi. Hum, Donc, il faut faire attention à ça aussi quand on utilise les plantes séchées. Euh, Par rapport à la cueillette, je voulais quand même faire un petit topo sur le respect de la nature. Parce que on s'est rendu compte, et il y a pas mal de personnes qui, parmi les botanistes, ethnobotanistes et cueilleurs professionnels, qui, entre guillemets, tirent la sonnette d'alarme, dans le sens où on va avoir pas mal de gens qui cueillent de manière irraisonnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, avoir bien conscience que les plantes, ce sont des êtres vivants. Donc si on arrive et qu'on, par exemple, je pense à l'ail des ours, hein, si on arrive et puis on cueille de manière complètement irraisonnée une parcelle, et après il y aura plus rien, quoi. Donc soyons raisonnés justement. Il faut avoir conscience que quand on récolte des plantes, on n'est pas les seuls déjà à en consommer. Il peut y avoir d'autres êtres humains, mais il peut y avoir des insectes qui vont venir en consommer. Il peut y avoir des herbivores ou d'autres plantes encore, ou d'autres bestioles qui vont venir s'en servir. Donc rien que pour ça déjà, soyons prudents. Deuxième chose, il peut y avoir aussi, comment dire, la plante a besoin de se régénérer. Donc si vous voulez dévaster un champ d'ail des ours une année, c'est très bien, mais là vous pensez comme la limace à court terme. La limace, elle arrive, elle mange tout ce qu'il y a elle mange toutes vos jeunes pousses, puis elle pense pas qu'elle aura plus rien après. Euh, Si vous faites la même chose sur une station d'ail des ours ou autre, hein, ou de la réponse en épi ou d'autres ou des asperges sauvages, si vous venez récolter tout d'un coup comme des limaces, et après, l'exemple est peut-être un petit peu, mais voilà, l'année d'après, vous n'aurez plus rien, pour penser de manière très égoïste. Donc non seulement vous aurez privé d'autres personnes, vous aurez privé toutes les insectes, les animaux qui interagissent avec le milieu, et en plus, vous vous priverez vous pour l'année suivante, quoi. Donc pour ça qu'il faut en général cueillir à peu près un sujet sur 5. C'est-à-dire si vous avez 5 feuilles, vous en cueillez une. Voilà.
Et une autre chose, c'est que quand vous faites de la cueillette, ne cueillez que ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin des feuilles, ben, pas la peine d'arracher la plante, par exemple. Non, mais ça paraît bête, mais j'ai déjà vu ça plusieurs fois, quoi. Et du coup, c'est pareil, hein, toujours dans ce souci d'économie, en fait. Et c'est une bonne chose aussi à transmettre aux enfants. Que, ben, effectivement, les plantes sont des êtres vivants, les arbres sont des êtres vivants, et que, ben, ça sert à rien de venir arracher les plantes juste comme ça pour s'amuser, quoi. Et voilà. Et une dernière chose par rapport à la cueillette, faites attention de bien respecter les lieux où vous cueillez, quoi. Aussi, genre, vous arrivez dans un... Si vous vous étiez, ah là, il y a des ours, vous piétinez tout ce qu'il y a autour, ben, c'est dommage, quoi. Parce que ben, le reste aussi, ils ont le droit de vivre. Voilà. Tout à fait. Non, mais je pense beaucoup à... Tu sais, c'est un monde tellement magnifique, la cueillette, se retrouver avec les plantes, découvrir les plantes, que, comme tu dis, dans toutes les belles choses qu'on met en place, moi je le vois, hein, je l'ai vu avec la naturopathie, etc. Quand il commence à y avoir naturellement trop de personnes, trop de monde qui fait ça, parce qu'on s'y prend vite au goût, eh bien, du coup, ça devient mauvais pour le terrain après. Donc, c'est quand même bien que tu aies pris un temps pour repréciser ça. Et ton idée de, tiens, il y a 5 feuilles, ben, j'en cueille une. Ça, je pense que ça donnera peut-être des petites idées pour permettre à la plante de se renouveler dans le temps, quoi. Et de donner à d'autres, parfois. Ou moi-même de revenir plus tard, reprofiter de cette plante à cet endroit-là, etc. C'est ça. Et, et je pense on a nous notre rôle à jouer là-dedans pour perpétuer aussi cette action de cueillette. Parce que c'est dommage, les plantes poussent toutes seules en plus. Elles poussent toutes seules, on n'a rien besoin de faire. Donc pourquoi venir tout gâcher, entre guillemets, quoi. Oui, voilà. Et justement, je voulais en profiter pour parler aussi du fait que tout à l'heure je parlais des tontes un peu intempestives ou alors du fait d'avoir envie que ce soit bien propre dans son jardin, etc., qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent, etc. Après, c'est un point de vue, hein, et je le respecte. Mais quand on commence à connaître un peu mieux les plantes qui poussent dans notre environnement, on se rend compte que ben il y a plein de mauvaises herbes, enfin de plantes qu'on considérait comme des mauvaises herbes, qui finalement sont comestibles ou peuvent être utiles aussi en médicinal ou pour d'autres usages. Donc c'est très très intéressant de s'en rendre compte. Et on se rend compte finalement que les plantes peuvent être aussi des très bons alliés du jardin. Par exemple, ben, effectivement, laisser pousser, laisser fleurir les plantes pour pouvoir attirer des insectes pollinisateurs qui eux-mêmes vont attirer d'autres prédateurs, qui vont attirer encore d'autres prédateurs. Donc c'est tout un écosystème quand on laisse un peu les choses se faire au jardin qui va se mettre en place et c'est pas très compliqué à réaliser en fait. Bon, Et non, mais on est d'accord, hein. Après, on met des tas de techniques, on met des tas de noms. Voilà, on dit la permaculture, on dit. Enfin, c'est un nom aussi, le jardin qu'on laisse un peu pousser tout seul, je ne sais plus comment on appelle ça, mais. je sais Après, pas si chez moi. voilà, c'est ça. Non, mais justement, on crée un écosystème, mais pérenne en plus, parce que toutes les plantes sont là pour se renforcer, s'aider, s'ombrager pour certaines, hein, se tonifier pour d'autres, etc. Donc, c'est tout un écosystème important, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a juste je me permets une petite question. Là, Oui. on a parlé de plantes connues, hein, comme le pissenlit. Il y a une demande. Si tu parles de plantes moins connues, est-ce que tu as un petit visuel ou une petite photo est-ce que tu as donné envie peut-être à certains ou certaines de Euh, découvrir voilà, tu as dit le plantain, le pissenlit, mais certaines peut-être connaissent déjà. Et, si tu as des visuels sur une ou deux, ou tu pourras voir à la fin si tu veux, nous Ouais, en je montrer. regarderai après, ouais, parce que là, comme ça, j'ai pas forcément sur cet ordi-là, je sais pas. Ouais. Mais effectivement, par exemple, en ce moment, il y a pas mal de cardamine qui poussent. Voilà. Euh, Alors, quand tu dis ça, à quoi ça ressemble exactement? Cardamine, tu dis? la cardamine hirsute, parce qu'il y en existe plusieurs sortes. D'accord. Je regarde si je trouve ça sur mon.
dans mes docs, mais je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut sur cet ordinateur-là. Non, mais en tout cas, si tu avais un petit bouquin à côté de toi, tu nous partageras. Sinon, tant pis, hein, désolé Françoise. Mais... Je dois avoir. Comment reconnaître l'ail des ours? Toi, il y a une question, par exemple, comment reconnaître l'ail des ours, tu vois? Comment reconnaître l'ail des ours? Alors effectivement, alors c'est intéressant cette question parce que souvent j'entends les gens dire ah ben l'ail des ours c'est facile, ça sent l'ail. Oui. Sauf que les plantes, quand on veut être sûr de reconnaître une plante à 100%, on ne peut pas se contenter d'un seul indice pour la reconnaître. C'est super important d'avoir plusieurs indices pour reconnaître une plante parce qu'on peut se tromper. Et l'odorat, on l'a vu hein, avec toutes les problématiques de Covid qu'on a eues, c'est vraiment pas un indice qui est fiable à 100%, quoi. Donc, par exemple, pour reconnaître l'ail des ours, qui peut être effectivement confondu parfois avec le muguet, on va avoir plusieurs choses. Alors, je regarde, j'avais un truc là. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, un petit peu là, on voit. Non, on voit pas trop. Hein. Un petit peu. Moyen. Ouais, c'est moyen. Bon, c'est pas grave. Donc, l'ail des ours, il va avoir une tige, la tige de la feuille qu'on appelle le pétiole, qui va être un petit peu aplatie et blanche à la base de la feuille, donc, contrairement au muguet, par exemple, qui va avoir une tige qui va être plus arrondie, voire un peu incurvée. Mais là, on a bien une tige blanche et un peu aplatie au niveau de l'ail des ours. Après, on va avoir plein d'autres indices hein, qui vont entrer en compte, mais là, c'est un des indices qui est très très important pour le reconnaître. Et surtout, quand on veut faire ce type de cueillette, il faut faire attention de ne pas cueillir de manière systématique. Là, comme ça, j'en vois des fois qui cueillent. Ça peut être dangereux parce que effectivement, il peut y avoir du muguet qui se cache avec l'ail des ours. Il pousse dans les mêmes endroits. Et c'est déjà arrivé à des amis de faire l'erreur. Et puis après, ils ont tout jeté la cueillette parce que le muguet est hautement toxique pour sa part. Après, au niveau de la floraison, une fois que vous avez les fleurs, c'est facile de reconnaître de différencier l'ail des ours du muguet. Le muguet, hein, c'est des clochettes. Et alors que l'ail des ours, on va avoir une fleur avec 6, on va dire pétales, c'est plutôt des tépales, mais bon, 6 pétales blancs qui font une espèce d'étoile. Mais voilà. Donc ça, c'est deux petites choses. Après, on va avoir aussi des feuilles qui vont pousser de manière individuelle. Il ne va pas y avoir plusieurs feuilles qui vont pousser sur la même tige florale, quoi. Et surtout, ça fait des tapis très 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 importants. Mais voilà, c'est super important quand on veut effectivement ramasser une plante d'être sûr à 100% de l'avoir bien identifiée. Et alors souvent on parle de l'application PlanteNet, c'est ça, PlanteNet. Très bien. Moi je suis tout à fait d'accord avec cette application. Par contre, ça reste un indice parmi d'autres dans votre identification. Vous pouvez pas vous dire ah ben PlanteNet a dit ça donc c'est ça. Non, c'est un indice parmi d'autres. Et en plus, vous aurez les différents indices qui composent votre plante, la couleur, ça peut être la forme de la feuille, la nervation, la forme, la forme des inflorescences, etc., etc. Mais soyez hyper vigilants par rapport à ça, quoi. Mais c'est bien que tu l'aies précisé parce que, par exemple, il y a beaucoup d'erreurs même sur ce genre d'appli. Quand des fois ils confondent une carotte sauvage et une ciguë, ça peut être très grave, par exemple. Oui, c'est sûr que ça peut être grave, quoi. Ouais. Et on l'a vu, hein, il y a 2 ans, là, il y a un jeune homme qui est décédé après avoir confondu. Alors, je pense pas qu'ils aient utilisé PlanteNet, hein, mais après avoir confondu justement une nante safranée et une carotte sauvage, alors qu'il y a des choses vraiment très simples pour pouvoir les différencier. Mais voilà, quand vous avez, si vous faites une identification avec une application, allez bien ensuite regarder le descriptif de la plante sur un livre, sur une autre une plateforme, etc., pour être sûr que la description correspond à peu près, enfin pas à peu près, complètement à la plante que vous avez devant vous. Et bien sûr, c'est pas forcément. Oui, je t'écoute. D'ailleurs, vas-y, finir si tu veux. Non, je dis oui, c'est pas forcément évident parce que
la plante, la description de la plante qu'on va avoir dans l'ouvrage ou sur la plateforme une plateforme comme Tela Botanica par exemple, eh ben on va avoir une description qui va être à un moment donné de la maturité de la plante. On n'aura pas forcément la même maturité devant les yeux. Donc ça complexifie un peu la chose. Justement, c'est ce que je voulais te dire un petit peu, hein, pour ceux qui nous écoutent, et tu me reprends si besoin. Mais comme tu dis, il faudrait déjà étudier une plante à différents temps de maturité de cette plante, hein, donc sur différents... Voilà, c'est pas facile hein, quand elle est toute petite ou trop Tout à vieille fait. parfois. Et puis aussi, tu le dis souvent dans tes stages, parfois, il y a des plantes, il faut aller jusqu'à prendre son totem de tout, jusqu'à la racine même des fois. Pour pouvoir l'identifier parfaitement, des fois, il faut aller chercher la racine, puis avec sa tige, ses feuilles, sa fleur, pour assurer le coup. Parce qu'on voit aussi pas mal de choses dans la racine, hein, dans la couleur, dans l'odeur, dans le goût même. Et là, ça nous Mm. permet parfois Alors, d'affiner. moi, je suis pas très fan d'arracher une plante pour l'identifier, Mhm. mais vraiment, ça peut arriver qu'on ait besoin de l'arracher, mais généralement, déjà, quand on a la tige, quand on a les feuilles, la fleur, etc., ça peut aller. Mais c'est vrai, quand elles sont toutes petites, quand on a, Mhm. alors, c'est au fur et à mesure, en fait, il faut pas croire qu'on va apprendre à identifier des plantes, pas parce qu'on l'a vue grande qu'on va la reconnaître petite. Donc, c'est au fur et à mesure du temps, en y retournant, en observant, que vous allez apprendre à connaître leurs différentes stades de maturité, quoi. Surtout qu'il va y avoir des plantes, par exemple, comme la carotte, qui va, première année, faire de la feuille. C'est une plante bisannuelle qui va faire de la feuille. La deuxième année, qui va faire des fleurs. Donc, c'est pas toujours évident au premier abord. Mais petit à petit, avec la patience qu'on peut avoir, eh ben, on va pouvoir petit à petit reconnaître les plantes à tous les stades. Avant que je te laisse continuer, comme ça, là, on aura fait une petite digression tout de suite, après on se recentre, mais là, tu vas en frustrer plein. Sinon, évidemment, il faut se former, il faut faire des stages. Moi, je me rappelle, hein, quand je t'ai suivi quelques fois, quand tu nous présentes 15 plantes dans l'après-midi, quand on en a retenu 5, on est déjà bien content. Donc, il faut en refaire, hein, c'est en revoir, en revoir. Puis, comme tu le dis, c'est sur le terrain. C'est bien beau d'avoir plein de bouquins pour se rassurer, mais c'est sur le terrain qu'on apprend. Et c'est pas en y allant une fois, je fais ma sortie, j'ai acquis, et le lendemain, je me rappelle tout, de tout. Hein, il faut y retourner, retourner, retourner. C'est ça. Mais dis-nous un petit coup quand même, si demain, là, quelqu'un t'aura donné envie à quelqu'un tout de suite partir avec son petit bouquin dans son carré, son petit carré chez soi d'herbe, quels sont les principes de base vraiment euh, à repérer, à faire, à appliquer pour débuter, tiens, tout simplement tout seul dans son coin. Ah, pour débuter, déjà, il faut commencer par des plantes simples. C'est bête hein, ce que je dis, mais déjà, si on a envie de cueillir, commencer à cueillir et de consommer des plantes sauvages, il faut déjà commencer par des plantes qu'on connaît. Par exemple, l'ortie, tout le monde connaît. Par contre, quand on demande ah oui, l'ortie, qu'est-ce qu'on peut en faire? Généralement, on me répond de la soupe. Là, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose que je demande, c'est ah oui, mais vous en faites de la soupe? Ah non, j'ai jamais essayé. Donc déjà, faut essayer, se lancer, se dire ah ben l'ortie, c'est une plante que je connais bien, c'est facile à faire. Si vous avez peur de vous piquer, bah, vous mettez des gants, pire. Hein. Et puis, savoir que quand elle est cuite, il n'y a plus de problème ça pique plus. Hein, donc, et déjà, commencer par des plantes simples, quoi. Et puis, bah, une fois qu'on a commencé à identifier les plantes simples, le milieu dans lequel elles poussent, on peut s'intéresser aux plantes qui accompagnent ces plantes simples, et puis essayer de voir, par rapport au milieu où elles poussent, et réussir à identifier d'autres plantes. Mais c'est pas la peine de vouloir tout de suite identifier plein de plantes, effectivement, et puis vouloir manger plein de trucs. Non, commençons par du simple, l'ortie, le pissenlit, voilà. Déjà, je sais pas, l'ail des ours peut-être, l'églantier, enfin le cynorhodon, le gras-de-cul, voilà, des choses faciles à identifier, quoi. Et puis après, par exemple, c'est pas la peine, enfin à mon sens, hein, de se dire bah tiens, allez, cette année, je vais chercher les carottes sauvages, je vais manger de la carotte sauvage. Dans des familles qui sont quand même plus compliquées à appréhender, donc la famille des apiacées, hein, l'ancienne famille des ombellifères, la famille des carottes sauvages, il peut effectivement y avoir des plantes très toxiques parmi elles, donc on va prendre des plantes faciles à identifier pour lesquelles il n'y a pas forcément de grosses plantes toxiques qui lui ressemblent vraiment, quoi. Donc ça, c'est les premiers conseils, je dirais. Commençons par du simple.
Très bien, merci. Et puis comme une personne le précise, hein, et même, hein, ce qui peut être simple pour quelqu'un, peut-être plus complexe pour d'autres, parce que comme tu disais, l'ortie, elle peut être confondue avec le lamier blanc, par exemple. Après, en soi, là, est-ce que c'est grave ou pas là? Alors, les orties et les lamiers, c'est effectivement de loin, on peut les confondre. On peut les confondre avec. Il y a d'autres plantes qui peuvent être confondues. Il y a les pierres des bois aussi qui peuvent être confondues avec l'ortie. Il y a plein alors les mélisses, c'est un peu plus compliqué parce que ça a quand même une odeur assez forte. Mais voilà, il y a plein de plantes qui ressemblent aux orties. Et, mais une des choses quand même qui va vraiment différencier l'ortie des lamiers, par exemple, c'est le côté urticant de l'ortie. Donc sur les lamiers, on ne trouvera pas de poils, par exemple, alors que sur l'ortie, il va y avoir des poils. Après, si vraiment vous vous trompez, c'est pas très grave. Les lamiers sont tous comestibles. Donc pas vraiment de problème. Après, au niveau gustatif, ça sera peut-être un peu différent, un peu moins savoureux, mais voilà. Ça, c'est pas vraiment l'ortie, c'est la plante de base, très facile à identifier, quoi. Mhm. Et puis l'ortie, elle a pas de fleurs, hein. Enfin, elle a pas de Mhm. fleurs colorées. Mhm. Bon, je t'ai fait diverger un petit peu, mais je te laisse nous recentrer, hein, si tu as des choses à nous partager sur les... Ouais. Ce que je voulais rajouter, oui, par exemple, par rapport aux plantes sauvages dans le jardin. Donc, je parlais tout à l'heure des salades d'hiver, effectivement. Donc, il y a plein de. Si on sait les observer, alors j'ai pas retrouvé de photo de cardamine. Alors, j'ai peut-être une photo de cardamine, mais dans un bouquin, là, mais qui doit être toute petite. Je sais pas si elle sera bien visible. Je vais regarder. Hop, hop. Cardamine des prés, ouais. Cardamine hirsute, c'est très petite. Je sais pas si on la voit bien là, ici. Alors, ça, c'est de la cardamine hirsute. C'est une petite plante qui ressemble un peu à du cresson et qui pousse dans les jardins en hiver. Vraiment une plante typique d'hiver. Et vraiment très savoureuse, qui est très appétante et qui donne un petit peu de piment aux salades d'hiver, quoi. Et, et donc, ce que j'aime bien aussi, j'en parlais un petit peu au départ par rapport aux plantes sauvages, enfin faire connaissance avec les plantes de son milieu, c'est qu'aussi c'est une source perpétuelle d'émerveillement. Dans le sens où on va petit à petit s'intéresser justement aux différents stades de progression de la plante, comment elle pousse. Ah tiens, elle a fleuri aujourd'hui. Ah, j'ai telle plante qui est en train de faire ses fruits. Voilà, tout ça, ça permet de vraiment avoir toute cette partie, cette part d'émerveillement qui est super importante et qu'on oublie parfois. On a l'habitude de s'émerveiller sur des choses grandioses, mais on peut aussi s'émerveiller sur des choses vraiment toutes petites, quoi. Et puis de se rendre compte que tel insecte vient sur telle plante, aller voir, se rendre compte, tiens, celui-là il a pondu ici, il y a, je sais pas, une ootèque de menthes religieuses avec des menthes religieuses qui parlent, plein de choses, aller s'émerveiller sur le tout petit. Et ça, c'est vraiment très important et vraiment très bon pour le moral, quoi. Et, euh, et une autre chose aussi par rapport à la cueillette, c'est qu'il faut se rendre compte que les plantes sauvages, elles changent de goût au fil du temps. C'est pas un produit stéréotypé, genre on achète un produit dans le commerce qui a toujours le même goût. Non, non. C'est que suivant les saisons, suivant la saison, si cet été il a fait très sec par exemple, on a eu des plantes qui étaient bien plus chargées en principes actifs, et on va avoir des complètement différents. Donc c'est aussi une découverte permanente au niveau gustatif et au niveau des propriétés aussi. Super. Est-ce En que, fait, ça nous permet de rester vivant. est-ce que il y avait autre chose qui te tenait à cœur de nous partager sur les plantes sauvages, on va dire, courantes? Euh, non, juste, en fait, l'idée, c'est d'inviter les personnes qui s'y intéressent ou qui ont envie de s'y intéresser à aller vraiment observer les choses dehors et aller sur le terrain.
comme tu le disais tout à l'heure, très justement, euh, faire des vidéos, enfin alors même si j'ai moi-même une chaîne YouTube où il y a des vidéos aussi, hein, mais faire des vidéos c'est bien, regarder des vidéos c'est bien, regarder des livres c'est bien, mais aller sur le terrain et se confronter aux éléments, c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour pouvoir progresser et pouvoir reconnaître les plantes, quoi. Eh ben, merci Émilie, hein. N'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'Émilie est encore parmi nous. En attendant, sans vraiment diverger, mais je sais que toi, tu as écrit pas mal de choses. Tu peux peut-être nous exposer tes écrits, tes livres également, hein, si tu veux. Oui, oui, j'ai eu la chance de pouvoir publier 3 livres chez les éditions Larousse ces dernières années là, dont, enfin, c'est des livres que j'ai coécrits. Hein, j'en ai un que j'ai écrit, que je les avais pris, un qui s'appelle Survivre en pleine nature, qu'on a écrit avec Nicolas, mon compagnon, dont vous ferez la connaissance un peu plus tard. Euh, Oui, puisqu'on vous parlera de survie aussi dans les mois qui arrivent. Donc, ouais, ça, survie ou artisanat, enfin plein de voilà. choses comme ça. Et puis j'ai écrit ces deux petits livres chez Larousse aussi, qui s'appellent Des plantes sauvages en assiette et ces bonnes plantes à boire. Et le dernier qu'on a sorti avec Nicolas, mon compagnon, chez les éditions du Terran, qui s'appelle Cueillez vos encens. Donc là, un sujet un peu différent dont on aura l'occasion de parler à une autre occasion. Voilà. Et voilà. Donc, je vous invite, j'invite les auditeurs peut-être à aller, s'ils ont envie, visiter notre chaîne YouTube, donc Univers Nature, et puis aussi aller voir un petit peu tout ce qu'on peut voir sur le blog aussi. Il y a plein de choses, mais je pense qu'on mettra peut-être un lien dans le descriptif, Kevin. Bien sûr, oui, oui. Et puis, comme tu dis, là, vous donnez plein d'infos, plein de petites tuyaux dans le partage, hein, pour essayer d'informer puis inciter les gens à essayer de découvrir ce beau monde. Après, comme on l'a dit, hein, au moins une fois, vous voyez, moi je pense qu'on peut quasi tout apprendre tout seul. Enfin, moi je suis quelqu'un qui pense comme ça, parce que moi j'aime bien être tranquille pour apprendre. Mais s'il y a une chose où je ne m'aventure pas à apprendre tout seul, c'est bien les plantes, parce c'est vraiment un accélérateur de rencontrer des spécialistes. Alors évidemment, il y a peut-être des spécialistes, le voisin, mais on sait qu'il y a des stages partout, hein. Toi, t'en proposes, on en propose. Enfin, maintenant, je pense qu'à 50 km à la ronde, il y a des stages de bota, de reconnaissance de plantes qui se font, même de préparation. On peut que, je pense, t'es d'accord, inciter les gens à en faire au moins un dans leur vie, pour au moins mieux comprendre. Nous, là, on a un petit tremplin pour essayer d'inciter à, mais plutôt que de théoriser, les bouquins, c'est bien, les tutos, c'est bien, évidemment, mais il faut aller sur le terrain. Au moins une fois, s'offrir un petit stage. Il y a des stages à tout prix maintenant, des stages courts, des stages longs, et ça mérite d'aller avec un spécialiste comprendre cet univers-là, quand même. Moi, je sais que quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années, pareil, j'ai beaucoup fait toute seule, mais c'est long. Tout seul, c'est long pour pouvoir se familiariser avec les plantes. Et c'est sûr que après, on a le temps, hein, on peut prendre le temps, mais c'est vrai que moi, ça m'a boosté d'aller faire quand j'ai rencontré euh, des spécialistes, des professionnels, ça m'a vraiment boosté et m'a permis de faire vraiment plein de pas en avant d'un coup. Et puis, ça a permis non seulement de reconnaître quelques plantes, mais en plus, voilà, ça ouvre complètement le regard. C'est un peu comme si l'éventail s'ouvrait sur un autre monde, en fait. Parce que les plantes, c'est vraiment un autre monde. Bah oui, et puis après, naturellement, bah déjà, le monde des plantes, hein, rien que les plantes, je dirais phyto, bah, je pense que tu me diras si tu es d'accord, mais il te faut une vie pour toutes les connaître, hein, même plus, hein. Ça dépend Euh, où on habite, hein. voilà, c'est ça. Nous, on a la chance, en Europe, d'habiter dans des endroits où il y a quand même une diversité qui est très faible. Je Oui. parle au mètre carré, hein. Mm. Si on va dans des pays en Afrique ou dans la forêt amazonienne, on a une diversité au mètre carré qui est absolument exponentielle. Donc là, faire de la botanique dans ces pays-là, c'est un petit peu plus compliqué. Nous, c'est facile encore, c'est facile. Mm. Puis après,
comme une personne le dit dans le chat, après, tu as envie, j'imagine, de t'intéresser un peu plus au monde des champignons, qui est aussi un monde à lui à part entière, puis après peut-être aux vertus des arbres, hein. C'est vrai que c'est intéressant aussi, c'est moins connu, mais énormément de vertus médicinales liées aux arbres, hein, aux feuilles, à certaines Ah bah, fleurs. les arbres sont des plantes, hein, de toute façon. Voilà, tout à fait. Des grosses plantes, mais c'est des Des plantes, grosses tout à plantes, fait. ouais. Voilà. Mais pour revenir aux champignons, effectivement, les champignons, donc la mycologie, c'est vraiment un monde complètement à part parce que ben, on se rend pas compte, mais dans l'arbre du vivant, les champignons ont vraiment une catégorie, une case bien à eux, quoi. Donc les champignons ne sont pas considérés comme des plantes. Donc c'est vraiment pour ça que c'est une science vraiment à part, quoi. Voilà, donc on parle de mycètes, micromycètes, etc. Mais du coup, par contre, en plus, c'est bien qu'on nous en parle là, mais elles ont un intérêt pour les plantes et les arbres aussi, et vice-versa. C'est un écosystème, hein. Elles se nourrissent aussi, elles s'aident, elles s'entraident sous le sol, etc. Et donc, on le sait, hein, tu vois, certains champignons se trouvent au bord de certains arbres, mais pas d'autres, tout ça, et ils ont besoin les uns des autres pour exister. Donc, c'est un magnifique écosystème comme notre écosystème intestinal, hein, un petit peu. C'est ça. C'est un peu. Et ouais, et les champignons qu'on récolte nous à l'automne ou au printemps, eh ben c'est rien ni plus ni moins un peu si on fait le parallèle avec une plante. Les plantes, ce ne sont ni plus ni moins que des fruits, des espèces de fruits qui contiennent les spores, etc. Mais les vrais champignons, entre guillemets, enfin ceux qui portent ces fruits, ils sont dans le sol et ça, c'est une, comment dire, c'est une, comme une toile d'araignée très densifiée dans le sol dont on n'a pas forcément conscience. Nous, on voit que, entre guillemets, l'iceberg, on ne voit pas la face cachée de l'iceberg. Voilà, oui, c'est ça, des mycéliums, je pense que tu voulais dire aussi, voilà, C'est ces ça, toiles d'araignée sous-jacentes, tout à fait. c'est ça, c'est ça. Il y a une petite question, moi j'ai mon avis, hein, et je pense qu'on aura le même, mais si je ne suis pas d'accord, je me permettrai de te le dire. Est-ce que les Ouais. valeurs en nutriments sont les régulières suivant l'année, ou est-ce qu'il y a des grosses différences suivant les saisons? Ça va varier en fonction des saisons. Après, ça dépend quelle partie de plante on veut récolter, hein. Mais par exemple, si on récolte des feuilles de pissenlit au printemps, alors qu'on est en plein, enfin au printemps, quand on est en pleine floraison, euh, la plante va se concentrer plus sur la partie floraison, donc il va y avoir un peu moins une concentration un peu moindre de nutriments dans les feuilles. On en parlait tout à l'heure pour les racines, par exemple. Tout ce qui est racines, vaut mieux les récolter en hiver. Si on les récolte en pleine floraison, ça a beaucoup moins d'intérêt. Effectivement, ça va varier en fonction des saisons, en fonction de l'année, et en fonction des années aussi. Tout à fait. Suivant si on va avoir des années qui sont hyper pluvieuses ou des années hyper sèches, on aura une concentration en principe actif qui va être différente Mm. selon les années, quoi. Bah, complètement, bah, on est d'accord. Alors, moi, Comme les forêts. je donne une image que les nutriments, moi, se déplacent suivant les besoins de la plante aussi. C'est-à-dire que moi, je prends souvent un exemple plus simple, très simple, pardon. C'est, par exemple, pour la queue de cerise, hein, que tu connais, hein, pour ses effets diurétiques notamment, etc. Mais voilà, occidental que nous sommes, bah, on a envie de manger la cerise et la queue et garder la queue après pour en faire des décoctions, etc. Mais l'énergie est partie dans le fruit. Les nutriments sont principalement partis dans le fruit. C'est moins intéressant de prendre la tige à ce moment-là, où il faudra en mettre beaucoup plus pour avoir un effet légèrement physiologique. Mais la tige, on devrait la prendre avant la formation de la fleur et du fruit. Et là, elle reste en pleine énergie quand elle pousse pour justement créer cette fleur par la suite. Donc, c'est comme le bourgeon, hein. On sait que c'est très concentré parce qu'il lui faut la toute puissance pour en faire une belle grande feuille. Et c'est pour ça que c'est si concentré, intéressant. Donc, essayer d'observer à quel moment la plante est en train de pousser. C'est là où elle donne toute l'énergie, tous les nutriments qu'elle a à donner. Et suivant si c'est le. Voilà, c'est à observer, comme tu dis au début, hein, on observe le moment. Et c'est là, on voit un petit peu où l'énergie, la concentration va, moi je dirais, en tout cas. Et puis, il y a aussi à quel moment je vais cueillir dans la journée. Ça va aussi modifier aussi enfin voilà, les fleurs, par exemple, on va éviter de les cueillir déjà après la pluie ou on va éviter de les cueillir le matin quand il y a plein de rosée dessus, par exemple, parce que ça va diluer les principes actifs aussi, quoi.
Donc ça va être tout, comme tu le dis, vraiment de l'observation et puis au cas par cas, selon les plantes, c'est l'expérience qui fait en fait, hein. C'est ça. Et là, en fait, on peut monter en qualité parce que comme tu le dis sans le dire là, il y a aussi dans des ventes de produits des moments où on veut amener du poids, de la quantité. Donc, on va venir cueillir à des moments où justement c'est bien chargé en eau, mais moins concentré en produits intéressants, hein, par exemple. Mais justement, comment s'y retrouver? Est-ce que tu l'as ce tuyau-là? Moi, je ne l'ai pas. Quand on achète quelque chose, c'est-à-dire qu'on devrait tous être des spécialistes. C'est-à-dire que, par exemple, parlons de la lavande, par exemple. Ouais. Si j'ai une lavande jurassienne ou une lavande du sud, eh bien, ça a une énorme différence au niveau de sa concentration. Mais pas que, parce que parfois, peut-être, dans une saison sèche, une lavande, une saison sèche dans le Jura, alors qu'admettons, on est dans un sud pluvieux, bah, peut-être que là, ça se vaut, hein, dans cette saison-là. Mais inversement, on sait que plutôt en général que le terroir du sud est plus adapté aussi aux principes actifs qu'on connaît. Donc, comment s'y retrouver? Parce que, enfin, je donne un autre exemple, hein, le goji tibétain ou le goji chinois, ça n'a rien à voir au niveau des vertus, mais c'est pas le même prix au kilo non plus. Donc, comment s'y retrouver en qualité? Pour m'assurer que je suis sûr d'avoir une bonne plante, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Le lieu, la saison, l'année. Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, selon les années, les plantes, elles n'auront pas forcément les mêmes concentrations en principes actifs, selon que, effectivement, on va avoir une saison sèche ou pluvieuse, et selon le lieu où on va ramasser, effectivement. Mais là, j'ai Nicolas qui me glissait une petite suggestion. Effectivement, il y a aussi l'écoute au niveau du ressenti. C'est-à-dire, on va se mettre en résonance avec la plante, avec ce qu'on veut récolter, ce qu'on veut cueillir, récolter, acheter. Et on va voir quels sont, comment dire, ce que la plante a entre guillemets à nous dire, ce qu'elle va faire, quel écho elle va avoir en nous en fait. Et c'est là qu'on va pouvoir savoir si on est sur quelque chose de juste ou pas. Alors c'est un peu, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais il n'y a pas de recette entre guillemets, de recette miracle quoi. Mais voilà, le fait de se poser et de se mettre en résonance avec la plante, et bien là, on va avoir des informations vraiment très utiles et intéressantes, quoi. Ah, voilà. Mais tu as raison, hein, je pense que c'est l'une des bonnes techniques. Alors ça paraît peut-être compliqué pour certains qui ne sont pas ouverts à cela, mais euh, de mon côté, j'ai analysé très longtemps et il est déjà difficile d'assurer la qualité d'un fruit, d'un légume, hein. Donc assurer la qualité d'une plante médicinale, alors que c'est souvent chasse gardée aussi, enfin, on ne saura jamais à quel moment le gars a cultivé sa plante, est-ce que c'était avec plein de rosée, plein de clottes. Si vraiment je dois m'amuser à savoir les saisons, à quel moment il l'a cueilli, déjà à 3 jours près, il peut nous mentir, hein, on ne sait pas. S'il a récolté sur un bon coteau, un mauvais coteau, hein, on sait que ça va très vite, hein, c'est comme le vin, hein. Un Ça, c'est- village, un premier cru, un grand cru, il n'y a pas beaucoup de mètres entre eux, hein. Donc, mais il y a des coteaux, il y a plein de choses. Et en tout cas, je dirais même que enfin, ça, c'est très compliqué quand on achète de garantir une qualité. Du coup. Alors que quand on le fait chez soi, ce que tu nous as dit, bah là, on sait. On voit la plante, si elle en a bavé un petit peu à se développer, si c'était rocailleux ou si c'était vraiment. Elle n'avait rien autour, elle était toute seule pour s'épanouir. Et moi, j'aime beaucoup ton image de début qui dit un petit peu hein, que accompagner une plante, la laisser faire elle-même avec ses difficultés qu'elle rencontre, eh bien, ça lui permet aussi de se concentrer en choses qui nous intéressent, en principe actif, en plein de choses. Et il me semble que c'est une. Après, ouais, non, c'est sûr que c'est super. Alors, si on a la possibilité de récolter ses propres plantes là où elles ont poussé toutes seules, etc., ça aura toujours une puissance supérieure à des plantes qui auront été cultivées. Par exemple, tu parlais des lavandes. Des lavandes. Alors, il faut savoir dans le sud, on cultive beaucoup plus de lavandin maintenant qu'on ne cultive de lavande, hein, sans mettre d'appréciation. Mais euh, et si on a une lavande de culture ou une lavande fine d'altitude, on n'aura pas du tout
au niveau énergétique et au niveau effet, la même chose. Mais, mais le travail du ressenti enfin, de la résonance et du ressenti est très intéressant. Après, la difficulté étant de ne pas laisser aller le mental partir un peu n'importe comment, quoi. Mais voilà. Mais quand on travaille de cette manière, ça permet vraiment d'avoir des résultats intéressants. Eh ben, écoute, Émilie, merci beaucoup pour ce moment de partage. J'espère qu'on vous a fait découvrir une autre manière d'aborder les plantes médicinales, hein, parmi d'autres manières plus conventionnelles, je dirais même, hein, mais ça vous permettra de voir qu'il n'y a pas une manière d'apprendre cela, mais plusieurs en tout cas. Et là, on a abordé un point avec Émilie, elle aurait pu en aborder plein, mais il nous aurait fallu une journée entière, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur de nous partager, qu'on aurait oublié d'un point de vue professionnel ou personnel, hein, sur ton savoir, Ben, juste rappeler pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, ils peuvent aller sur notre blog ou sur la chaîne YouTube, par exemple. Et puis voilà, nous on propose des stages toute l'année. Que ce soit sur les plantes ou sur d'autres sujets dont on parlera peut-être une autre fois. Et ben voilà, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux. On est bien assez présent aussi, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à aller voir tout ça. Eh ben, Et surtout, sortez dehors. Allez sur le terrain. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, ben, on aura un peu la suite avec Nicolas, une prochaine aussi, parce que tu vois, faire soi-même, fabriquer les choses soi-même, faire un peu de survie, c'est tout à fait en lien avec le monde des plantes, hein. Et donc, Tout à fait. la suite dans un prochain épisode. Ça marche. Merci Émilie, bonjour Merci à Kevin. Nicolas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas à nous poser vos questions encore, même après la vidéo. Au Bonne plaisir, à soirée bientôt et merci, Émilie, au à revoir. bientôt.